Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour Alexis, comment vas-tu? Bonjour Audrey, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va super, merci. Alors je suis ravie de t'accueillir pour ce podcast où on va aborder un sujet qu'on n'a pas trop abordé en podcast, c'est les e-commerçants français face un peu à l'expérience post-achat, donc un sujet hyper important en e-commerce et on est ravis de t'accueillir pour en parler. Donc est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter et un petit peu nous retracer ton parcours professionnel? Oui, bah écoute, on est ravis de participer aussi aujourd'hui à ce podcast. Du coup, je m'appelle Alexis Kilikini, je travaille depuis 5 ans dans l'industrie du SaaS. Donc, j'accompagne les retailers dans l'optimisation de leur expérience client post-achat. J'ai travaillé notamment sur l'optimisation de la qualité de données. Ensuite, j'ai travaillé sur l'expérience client in-store, donc tout ce qui est store physique. Et j'ai rejoint Parcel Lab il y a 1 an à peu près maintenant pour aider les retailers français à optimiser leur expérience client post-achat, donc tout ce qui est expérience client e-commerce. Ok, oui, donc vraiment un parcours full expérience. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi exactement ton poste? Alors aujourd'hui, je suis en charge de développer le marché français pour Parcel Lab. On a ouvert notre bureau il y a 1 an maintenant en France. On est une entreprise allemande à la base et on ouvre des bureaux au fur et à mesure. Donc on a détecté une forte traction sur notre solution et on ouvre des bureaux un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et donc moi, je suis en charge de développer le marché français. Est-ce que tu pourrais nous pitcher du coup le concept de la solution Parcel Lab en quelques mots? Bien sûr, alors Parcel Lab, on est parti d'un constat assez simple, c'est que les e-commerçants aujourd'hui, ils mettent beaucoup d'efforts dans tout ce qui est acquisition, conversion sur leur site internet, donc beaucoup d'efforts sur l'expérience client pré-achat. Et c'est une expérience qui va durer très peu de temps finalement, quelques minutes sur le site internet du e-commerçant. Et là où ils sont un peu plus dans le flou aujourd'hui, c'est durant la phase de livraison, donc la plus grosse partie du parcours client lors d'un achat e-commerce qui va durer plusieurs jours. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'aider ces e-commerçants dans l'optimisation de ce parcours client post-achat en leur permettant de récupérer dans un premier temps les informations liées aux livraisons, aux différentes étapes de livraison. Donc, soit la livraison sera effectuée le lendemain ou s'il y a un délai, par exemple. Et au-delà de ça, on va leur permettre aussi de communiquer directement avec leurs clients sur ces différentes étapes à la place du transporteur. Mhm, très bien. Et selon toi, ça pourrait être quoi la valeur ajoutée de la solution pour les e-commerçants? Alors, la valeur ajoutée, elle est dans l'optimisation de l'expérience client. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que les transporteurs, ce sont pas des entreprises qui sont expertes dans la relation client et dans l'expérience client. Ce sont des experts du transport, alors que les marques sont expertes dans l'expérience client, l'identité de marque, etc. Donc, la valeur ajoutée, c'est simplement de redonner la main aux e-commerçants sur ce parcours client post-achat. Donc, on va réduire les appels entrants vers le service client parce qu'on va communiquer plus proactivement et on va également leur permettre de récupérer des touchpoints post-achat qui sont très engageants pour permettre de réaliser du cross-sell. Très bien. Et selon toi, ça pourrait être quoi le moment le plus important lors d'une expérience d'achat pour le consommateur? Sur quoi lui, il va vraiment, enfin, qu'est-ce qui va retenir principalement son attention? Alors, il y a plusieurs points, mais ce qui ressort d'une étude IFOP qui a été publiée il y a quelques mois maintenant, fin de l'année 2019, c'est que les consommateurs, quand ils achètent en ligne, ils accordent beaucoup d'importance à la livraison. Le chiffre est assez gros, c'est pour eux le facteur le plus important à 72% la livraison. Donc, pour nous, c'est vraiment les différentes possibilités qu'on va avoir lors du checkout, que ce soit du click and collect, que ce soit de la livraison express, de la livraison classique. Ça va être vraiment le point le plus important, cette partie de checkout lors de l'expérience client. Ok, donc le check-out, très bien. Et toi, ça c'est une question que j'aime bien poser quand on aborde
le sujet de l'expérience client. Toi, donc là, c'est vraiment personnellement, en tant que consommateur, est-ce qu'il y a une expérience, du coup, quand tu achètes sur Internet, une expérience qui t'a plus marqué qu'une autre et pourquoi? Alors, oui, il y a une expérience, elle est assez récente en plus. Donc, c'est une expérience que j'ai vécue en confinement au mois de mars. Donc, je suis parisien, je suis retourné chez mes parents pour vivre le confinement, qui habitent à la campagne comme beaucoup de monde, pour profiter du jardin. Et pour les remercier, j'ai choisi de leur acheter une machine à café sur un site e-commerce français très connu qui vend des machines à café et du café. Donc, je commande la machine, et ce que je savais pas, c'est qu'ils envoient également un pack de découverte de café en même temps qu'on commande une machine à café. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un paquet chez moi euh, un jour de la semaine. J'ai cru que c'était la machine à café, je l'ai tout de suite donné à mes parents, on l'a ouvert ensemble, et au final, j'avais que le pack découverte et j'avais pas la machine à café dedans, et j'ai pas été informé finalement que j'allais pas recevoir la machine à café tout de suite. Donc ça a un peu biaisé la surprise. J'ai dû leur annoncer que je leur avais acheté une machine à café à l'avance, et tout ça parce que j'ai pas été informé finalement de ce qui se passait pendant la livraison. Et c'est l'un des sujets sur lesquels on travaille notamment avec Parcel Lab, c'est le sujet des commandes fractionnées, et c'est un sujet qu'on va rencontrer énormément aujourd'hui sur le marché français, parce qu'on a énormément de marketplaces avec des livraisons qui sont effectuées chez différents fournisseurs pour une seule et même commande, et c'est encore un point sur lequel les retailers ont du mal à communiquer. Alors oui, effectivement, justement, on va beaucoup en parler de cette expérience post-achat, puisque Parcella, vous avez sorti une étude où vous avez fait des commandes test chez 100 des 145 plus grands e-commerçants en France, afin d'analyser du coup toute cette expérience post-achat. Donc pourquoi avoir décidé de mener une telle expérience post-achat sur le e-commerce en France? Alors, c'est une étude qu'on avait déjà réalisée en Allemagne l'année dernière, et c'est une étude qui avait eu beaucoup de succès. Il y a plusieurs objectifs avec cette étude. Déjà, premièrement, en interne, pour Parcel Lab, ça nous a permis d'avoir une meilleure connaissance sur le marché du e-commerce. Donc, ça a été vraiment une étude avec beaucoup de valeur pour nous dans notre développement. Et ça a permis aussi aux retailers de se comparer, et ça a eu beaucoup de succès sur Internet. On a eu des centaines de téléchargements. Et on a décidé du coup de reproduire cette expérience en France. Cette étude, elle a pour but en fait d'analyser tout ce qui se passe lors de la livraison et des retours chez tous les plus gros retailers français et allemands. Et ça leur permet aujourd'hui d'avoir une visibilité sur leur positionnement en termes d'expérience client post-achat. Super intéressant. Ça a été quoi votre méthodologie? Donc, parce que moi, j'ai juste abordé le fait que vous avez fait une commande chez chaque e-commerçant. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur la méthodologie d'analyse? Tout à fait. Alors, très simplement, on s'est connecté sur chaque site, on a réalisé une commande sur chaque site internet en choisissant à chaque fois une option de livraison, et on a analysé toutes les étapes du parcours client. Donc, par exemple, est-ce qu'on a plusieurs choix lors du checkout pour la livraison? Est-ce que le retailer communique lui-même? Est-ce qu'il laisse la communication dans les mains du transporteur? Voilà, donc différents points d'analyse tout au long du parcours client. On a une cinquantaine de points d'analyse qui nous permet de ressortir énormément de données. Mais parce qu'il y a un truc qui me... Parce que ça a dû prendre vraiment beaucoup de temps de commander chez tout le monde comme ça. Vous étiez combien sur le projet? Ça a pris énormément de temps, ça a duré entre 2 et 3 mois, parce qu'il y a toute la phase de commande et de retour, parce qu'on a analysé également les retours. Donc, il a fallu retourner tous les colis qu'on a commandés. Donc, on avait 2 personnes chez nous qui ont eu la charge de ce projet. Et c'est un projet qu'on a également fait en Allemagne, donc également 2 mois de travail. Et c'est assez fastidieux, mais ça permet vraiment d'avoir une superbe image du marché e-commerce français et de comment ils gèrent leur livraison. Donc, ça vaut le coup. Effectivement. Alors, chez e-commerce Station, on est super fiers parce que vous avez repris le top 100 qu'on établit chaque semestre avec SimilarWeb, du coup, pour faire ses commandes. Exactement. Et ça nous a permis de gagner du temps sur un projet qui Ouais, tu était m'étonnes. déjà long à la base. Alors, du coup, dans cette étude, quelles sont les lacunes principales que vous avez soulevées? Alors, ce qu'on peut voir d'une manière générale, c'est qu'on a quand même beaucoup d'axes d'amélioration pour tous les e-commerçants.
Aujourd'hui, on a la plupart des e-commerçants français, les trois quarts, qui ne communiquent pas eux-mêmes toutes les informations de livraison à leurs clients. Donc ça, c'est un point assez important pour nous. C'est les e-commerçants laissent encore la main aux transporteurs, donc à une solution tierce pour communiquer les informations de livraison concernant les colis qu'ils envoient. Donc ça, c'est la première lacune pour nous, c'est que les e-commerçants sont dans le flou aujourd'hui sur ce qui se passe lors de la livraison et ça va engendrer chez eux beaucoup d'appels vers le service client et beaucoup de traitements manuels et humains. Donc ça, c'est la première lacune. Et après, pour aller même un peu plus loin dans cette expérience post-achat, c'est que certains e-commerçants ne communiquent même pas du tout après le checkout. Donc, que ce soit durant la livraison, pour un retour, on a vraiment zéro information. C'est très peu, c'est 6% des cas aujourd'hui sur le top 100 e-commerce. Mais voilà, on a encore certains e-commerçants qui se disent qu'après un checkout, l'expérience s'arrête et qu'on n'a plus besoin de communiquer avec le client. Donc pour nous, l'axe d'amélioration principal, il se situe sur la reprise du contrôle de la communication. Ok, donc vraiment communication. Et du coup, ça c'est pour la France, mais vous avez du coup publié, comme tu nous l'as dit, une étude sur l'Allemagne. Et est-ce qu'en Allemagne, c'est également la communication qui est la défaillance principale, ou est-ce qu'il y a des différences entre l'Allemagne et la France au niveau de l'expérience post-achat? Alors c'est également d'une manière générale l'axe d'amélioration principal. Par contre, on va quand même observer des différences qui sont assez importantes entre l'Allemagne et la France. Notamment, la France propose plus de choix de livraison. Donc, on va pouvoir avoir du click and collect, de la livraison express, de la livraison standard, etc. Alors que l'Allemagne le propose un peu moins. Pour donner un ordre d'idée, 59% des 100 plus grands e-commerçants français proposent le click and collect, alors qu'on n'est qu'à 33% côté Allemagne. Au-delà de ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'en France, on va moins donner d'estimation de date de livraison lors de l'achat sur le site internet. On est simplement à 37%, non, on a 37% pardon, des e-commerçants français qui ne communiquent pas d'estimation de date de livraison sur leur site internet, donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va recevoir le colis. Alors qu'en Allemagne, ils ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là et on a que 16% des 100 plus grands e-commerçants qui ne communiquent pas la date estimée de livraison. Super intéressant. Alors, selon toi, ça pourrait être quoi une expérience d'achat, donc quand je suis sur le site, et post-achat, quand j'attends mon colis et que je veux le retourner. Donc, par exemple, là, je suis sur un site et je fais ma petite commande. Donc, j'arrive au checkout parce qu'on va la prendre à partir de là. Selon toi, qu'est-ce qu'une expérience vraiment la plus optimale possible? Quand j'arrive sur le checkout, qu'est-ce qui rendrait, entre guillemets, même si rien n'est parfait, l'expérience parfaite? Pour nous, c'est le choix que va avoir le consommateur, alors que ce soit en moyen de paiement, donc qu'il puisse payer par PayPal, par carte bancaire, aujourd'hui par même crypto-monnaie sur certains sites. Donc donner le choix au consommateur sur chaque étape de son checkout et notamment sur les étapes de livraison aussi qu'on va avoir à la toute fin. Donc avoir la possibilité de se faire livrer en point relais, avoir la possibilité d'avoir des livraisons gratuites, avoir la possibilité d'aller faire du click and collect. Voilà, toujours avoir un panel de choix disponible pour le consommateur pour que ça lui convienne et qu'il puisse choisir son expérience. Donc ça, c'est sur la partie pré-checkout. Oui, pré-checkout. Et donc après, une fois qu'il a tout validé sa commande, il a choisi son lieu de livraison, potentiellement son transporteur. Comment on suit, comment on fait suivre au consommateur sa commande? Alors, nous, ce qu'on va recommander à ce niveau-là pour une bonne expérience client, c'est déjà d'avoir une dette envers le consommateur et de lui communiquer toutes les étapes de livraison. Donc, réussir à récupérer les datas du transporteur et pouvoir communiquer avec lui sur toutes les étapes de livraison. Donc, ne plus laisser le transporteur communiquer lorsqu'il y a un retard, par exemple, parce que déjà, le transporteur ne va pas le faire à chaque fois. Il ne va pas donner forcément les bonnes infos au bon moment. Ça m'est déjà arrivé sur des expériences personnelles de devoir recevoir un colis un jour et de recevoir une notification de retard le lendemain. Donc j'ai un jour de retard sur la notification de retard, ce qui est assez dérangeant en termes d'expérience. Donc vraiment de reprendre la main sur ces communications, sur ces datas, pardon, et de pouvoir ensuite automatiser toute la communication
qui est lié. Donc pour nous, c'est vraiment augmenter la visibilité des retailers et ensuite communiquer proactivement. Donc ça, c'est la dette. Et ensuite, il y a le don. L'objectif du don, c'est dans les notifications que vous allez avoir post-achat, ajouter du contenu. Donc par exemple, je commande un meuble chez Ikea. L'objectif, ça va être peut-être de leur mettre une notice, une vidéo tutoriel dans la notification de succès de livraison pour optimiser leur expérience et leur apporter plus de conseils, comme le conseil qu'ils pourraient aller avoir en magasin. Oui, c'est vrai que ça me fait penser à une expérience que, quand tu parles, une expérience que j'ai eue avec une enseigne, pareil, de meubles, qui j'avais commandé en magasin mon étagère. C'était au mois de juillet. Je devais la recevoir genre vers mi-juillet. Je reçois un mail le 9 juillet qui me dit pas possible, votre étagère est arrivée en mauvais état, ça correspond pas à notre politique, machin. Vous devriez la recevoir sous un mois. Au bout d'un mois et demi, j'avais toujours rien. Je regardais mes mails. Mais qu'est-ce que c'est pas possible là. Enfin, même plus d'un mois et demi, je crois. Du coup, je vais directement au magasin. Je lui fais bah bonjour, je devais recevoir une étagère là, je l'avais reçue, vous me l'avez renvoyée, je sais pas où elle est. Ah bon, il regarde. Ah bah oui. Ah bah elle est arrivée depuis 10 jours. Et si j'étais pas venue, je saurais toujours pas que mon étagère est arrivée. Effectivement, c'est une expérience qu'on voit assez souvent chez nos clients, ce type d'expérience, notamment sur des lancements de produits, par exemple. Là, on a la PS5 qui sort bientôt, elle est en rupture de stock partout. La vraie question que se posent les retailers, c'est comment j'informe mon client durant cette phase où je vais attendre de recevoir de nouveaux stocks de la console de jeu jusqu'à ce qu'on leur expédie et qu'elle arrive chez eux. Parce qu'il peut se passer des délais de plusieurs semaines, d'un mois, ils n'ont pas forcément de déclencheur, de trigger automatisé pour communiquer, toutes les semaines par exemple, ou toutes les 2 semaines, sur le fait qu'ils ont quand même bien pris en charge la commande, qu'elle va arriver et qu'on va communiquer au moment opportun. Donc si je reprends ton expérience par exemple, finalement ça te fait te déplacer alors que tu n'étais pas censé te déplacer à la base. Donc tu vis pas forcément une expérience satisfaisante. Et au-delà de ça, tu vas en plus communiquer plusieurs fois avec leur service client ou avec les vendeurs en magasin, ce qui a un coût opérationnel pour les marques, tout simplement. Et une commande que tu as payée peut-être plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'euros, et ben eux, ils vont avoir un coût opérationnel dessus qui va amoindrir leur marge. Alors qu'en reprenant la main sur tout ce parcours post-achat, finalement, on évite les interactions humaines aussi et on va réduire beaucoup les coûts opérationnels. Yes, super, super intéressant. Et je sais plus si c'était pour tout à l'heure, on parlait du choix du transporteur ou du lieu de livraison. Donc je sais que moi-même, en tant que consommatrice, ça peut des fois me frustrer quand je veux mettre mon colis dans un point relais, mais que du coup le site sur lequel j'achète n'est pas, je pense, en partenariat avec tous les modes de relais possibles. Et que du coup, je dois aller à l'autre bout du truc parce que ce qui fait relais à côté de chez moi n'est pas en partenariat avec. Oui, Donc, effectivement. ça, c'est des trucs qui peut des fois me freiner. Bon, même si ça me fait 500 mètres à faire en plus à pied, mais c'est parfois effectivement des trucs qui peuvent freiner mon achat. Voilà, et ce qu'on va recommander finalement dans ces situations-là, c'est d'essayer d'avoir un prix de livraison qui soit le même pour un dépôt en point relais ou pour une livraison à domicile. C'est assez compliqué pour les marques de le mettre en place, mais on a de plus en plus d'enseignes qui arrivent à le faire. Comme ça, si demain tu n'as pas le point relais à côté de chez toi qui est disponible, eh bien tu pourras peut-être opter pour une livraison à domicile au même prix, ce qui te permet d'avoir une expérience qui est quand même optimisée. Mais voilà, le point central, c'est toujours de proposer une multitude de choix et que le choix convienne finalement au client final, ce qui est assez compliqué. On est 70 millions en France, donc il faut réussir à trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Mais c'est l'objectif de chaque retailer aujourd'hui, c'est de proposer la meilleure expérience à chaque personne, donc une expérience personnalisée pour chaque personne. Après, non, je parle beaucoup de mes expériences, mais alors j'achète déjà beaucoup de bases sur Internet et en plus là, nouveau confinement, donc j'achète encore plus, je pense. Mais pareil, j'ai commandé une machine là pour faire de l'eau gazeuse. Et pareil, je me suis dit, bah ça va peut-être pas rentrer dans ma boîte aux lettres. Donc je vais peut-être la faire livrer en relais colis. Mais je me dis, bah en même temps, je suis en télétravail chez moi, donc si le vendeur il m'appelle,
je serai là. Mais je sais que des fois, il y en a, ils m'appellent pas et ils pas du tout passé. Je dis, je suis chez moi toute la journée, je vous ai pas vu passer. Donc il y a ça et il y a le truc du relais colis aussi, donc je regarde et le frais de port pour le relais colis, je me dis c'est cher quand même pour pas que ça arrive chez moi. Donc je dis bah au pire je change, je mets chez moi, mais c'était le même prix pour le coup. Donc là ça a fait un peu l'effet inverse. Tout à Je me suis fait. dit bah autant que ça arrive chez moi parce que je me suis dit en relais colis c'est plus pour faire je pense des économies. Je me suis dit pour le même prix autant que ça arrive chez moi, mais j'ai toujours peur que on m'appelle pas. C'est c'est très intéressant. Bah, j'ai eu la même expérience que toi, mais avec un matelas pendant le premier confinement où je me suis fait livrer un matelas et j'étais présent chez moi et finalement le transporteur est juste passé devant chez moi. Il m'a pas appelé et il est reparti avec le matelas, donc j'ai été livré plusieurs jours après sans aucune raison. Et c'est vraiment là le plus grand axe d'amélioration qu'on va trouver chez les retailers, c'est reprendre de la visibilité sur ce qui va se passer pendant la livraison et informer en fonction du type de colis, du type de livraison, le client de ce qui va se passer pour qu'il ait voilà, beaucoup plus d'informations, que ce soit sur l'horaire de livraison, sur est-ce qu'il a besoin d'être accompagné de quelqu'un pour remonter un colis qui est un peu lourd d'en bas de chez lui, etc. etc. Et ça, aujourd'hui, c'est possible et très peu de marques, finalement, font les efforts de donner les bonnes informations à leurs clients. C'est vrai que moi, j'ai rarement eu des trucs comme ça. Bon, là, je parle que des trucs où j'ai eu des petits soucis, entre guillemets, mais des mini soucis, mais ça arrive quand même souvent que tout se passe très bien, que mon petit colis est arrivé pile poil quand ils me l'ont dit dans ma boîte aux lettres. Mais pour ça, je pense que moi, je commande souvent sur Asos et c'est vrai que le suivi colis est vraiment top. Asso, c'est un bon exemple, effectivement. Ouais, bah, dès que bah là j'ai commandé j'ai recommandé ce week-end. Bref et là ils m'ont bien informée, ils m'ont envoyé un mail comme quoi ma commande était partie de l'entrepôt. Une fois qu'elle sera, je sais qu'elle quand elle quitte l'entrepôt, il me dira elle est arrivée sur la plateforme de tri de colis et après ils me diront bah il est prêt à vous être livré, il arrivera dans la journée. Et c'est toujours respecté. Et si jamais ça, je pense qu'il y a déjà eu une fois où j'ai eu des problèmes et ils m'informent directement désolé petit problème et tout. Donc C'est c'est vrai que pour ça et c'est vrai que c'est agréable et c'est pour ça que je recommande tout le temps chez eux, je pense aussi. c'est ce dont on se rend compte aussi chez Parcelab, c'est que les pure players ont quand même beaucoup d'avance sur ce sujet-là parce que pour eux, la livraison, c'est primordial, c'est 100% Mmh. de leur business. Donc, ils ont quand même réussi à aller chercher de la satisfaction sur la partie livraison comparé aux enseignes qui sont physiques et e-commerce. Donc, pour les pure players, cette partie-là est quand même relativement bien maîtrisée. Et ils ont totalement raison parce que je mentionnais l'étude IFOP en introduction. Dans cette étude, on va aussi retrouver que 44% des consommateurs sont prêts à ne pas repasser commande sur un site si la livraison se passe mal. Donc, par exemple, pour ton étagère, tu as dû attendre un mois, tu as dû te déplacer en magasin. Je suis pas sûr que tu recommandes dans cette enseigne plus tard, même si voilà, toi tu travailles dans le e-commerce et tu peux comprendre tout cet aspect logistique qui peut être complexe pour les marques. Pour un Mmh. consommateur lambda qui n'est pas issu du e-commerce, eh bien, il va tout simplement se dire j'ai vécu une mauvaise expérience, j'irai chez le concurrent la prochaine fois. Je me suis pas encore posé la question. Du coup, des fois, je me dis pas si je me demande si c'est inconscient ou conscient quand on se dit oh non, pas ce site-là. Bah, c'est souvent lié à l'expérience, hein, à l'émotion que ça a Ouais. dégagé. Ça peut être inconscient, mais généralement, Ouais. c'est par rapport à une expérience qu'on a vécue, que ce soit marketing ou expérience client, tout simplement parce qu'on a déjà commandé sur le site. Ouais, c'est clair. C'est vrai que je me rends compte de plus en plus de choses. Après, c'est vrai effectivement parce que je travaille dans le milieu et que je suis plus attentive à tout ça. Selon toi, quels sont les enjeux principaux derrière une bonne expérience post-achat pour les e-commerçants? Alors, j'ai déjà beaucoup évoqué tout ce qui est communication durant la livraison. Il y a un sujet Mhm. que j'ai pas beaucoup évoqué, c'est les retours. Et c'est vraiment un axe d'amélioration énorme sur lequel il faut que les marques travaillent absolument. L'expérience retour. On a dû faire 100 commandes pour notre étude et donc 100 retours. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'on a quand même beaucoup de sites pour lesquels c'est très compliqué d'effectuer un retour. Des fois, ça prend plusieurs jours. On est obligé d'appeler plusieurs services clients. On n'a pas les bonnes informations, on ne sait pas quand est-ce qu'on est remboursé. Donc, il y a vraiment un sujet ici parce que cette expérience retour, elle va être déterminante dans la satisfaction du client et dans la fidélisation du client. Donc, ce qu'on va préconiser aujourd'hui aux retailers, c'est vraiment de rendre ça le plus fluide possible.
On comprend que les marques n'ont pas forcément envie que les colis soient retournés, mais ça fait partie quand même de l'expérience client. C'est un bout de parcours client qui est potentiellement activable par le client, et du coup, il faut que ce soit, encore une fois, fluide et parfait. Donc, pour nous, ça va être vraiment l'automatisation de ce parcours retour qui va être la clé aussi d'une bonne expérience client post-achat. Oui, c'est vrai que quand on sait que le retour va être facilité, on va plus être enclin à se dire ah bah vas-y bah je peux prendre ça et ça en plus. Au pire si ça va pas, je peux toujours le renvoyer. Mais si on sait que sur ce site-là les retours c'est une galère, on va vraiment je pense prendre les trucs dont on est vraiment sûr quasiment à 100% qu'on va pas retourner quoi. C'est Exactement. ça. Exactement. Mais après, voilà, on commande un meuble, on a mal pris les mesures, on va être obligé de le retourner. Des fois, ça peut arriver qu'on ait besoin de retourner quelque chose. Et dans ce cadre-là, il faut absolument simplifier ce process parce que aujourd'hui, les marques fashion le font très bien et c'est même ce qui leur permet de fidéliser d'autant plus leurs clients. On mentionnait Asos tout à l'heure et ça va faire partie intégrale de leur business model, le fait de pouvoir commander, essayer et renvoyer gratuitement tous les produits. Sur le textile, ils ont quand même bien avancé sur ce sujet. Par contre, on voit dans les autres industries que c'est vraiment pas un sujet sur lequel ils ont énormément travaillé. Alors, dans l'étude, moi, j'ai vu que alors sur tous les sites analysés, seulement sur 3%, on peut choisir son transporteur sans subir du coup une variation des frais de livraison. Alors, est-ce que il y a une explication à ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce chiffre? Tout à fait. Alors ça, ça va avoir une explication assez rationnelle et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément lié à l'envie des retailers. Ils aimeraient, je pense, tous avoir plusieurs choix de livraison sans variation de prix. Simplement, on se rend compte que cette livraison au même prix, elle va surtout être possible sur les retailers qui font énormément de volume, donc les plus grands retailers français, donc le top 10 e-commerce. Parce que tout simplement, ils ont beaucoup de volume et qu'ils arrivent à négocier des prix plus intéressants avec leurs transporteurs et ensuite d'aplatir les prix et de les aligner sur tous les modes de livraison. On va aller de plus en plus vers ce système-là. Je pense que les enseignes vont trouver des méthodes pour réussir à donner chaque livraison au même prix. Mais pour l'instant, c'est compliqué. C'est simplement un problème de coût et de rentabilité. Ok. Alors, deuxième chiffre que j'ai ressorti, c'était que soit et tu l'as évoqué plus en amont, mais on l'a pas forcément creusé. C'est que 62% des liens de suivi qui sont envoyés aux consommateurs renvoient vers le site du transporteur et non pas sur le site du e-commerçant. Donc c'est vrai que moi, en tant que j'y réfléchis, je suis pas souvent, même voire pas du tout, ça me dit rien, mis sur le site du e-commerçant. C'est vrai que je suis souvent mis sur colis privé, Colissimo, etc. Donc pour toi, c'est quoi les conséquences, enfin quelles pourraient être les conséquences d'un tel suivi et comment les e-commerçants peuvent y remédier du coup en faisant en sorte que le consommateur puisse suivre son colis directement sur le site. Alors, c'est une question assez intéressante parce qu'il y a deux façons de fonctionner. Donc, on a certains e-commerçants qui vont communiquer eux-mêmes le lien de suivi vers le transporteur. Donc là, on sait que ça provient d'un commerçant identifié et on sait de quel produit il s'agit la plupart du temps. Mais de temps en temps, on va recevoir aussi des emails de Colissimo qui nous renvoient vers une page de suivi Colissimo. Et dans ces emails Colissimo, par exemple, on va même pas avoir le nom de la marque qui nous expédie le colis. Donc on est dans le flou total. Imaginons que je passe 10 commandes le même jour. Je fais une journée shopping samedi parce que je suis en confinement et je la fais exclusivement sur Internet. Je passe 10 commandes. Si je reçois 10 mails de Colissimo avec 10 informations de livraison sans même savoir de quel produit il s'agit, ces informations ne servent à rien finalement parce que je ne suis pas un produit en particulier. Donc ça va générer de l'incompréhension côté client dans un premier temps. Et au-delà de ça, ça va générer un manque à gagner pour les marques parce qu'en renvoyant le client sur son site internet pour suivre les différentes étapes de livraison, ce qu'on va réussir à faire, c'est de réintégrer notre client dans un parcours d'achat sur du cross-sell. Je te donne un exemple assez classique. Je commande par exemple un téléphone portable sur un site d'électronique. Si le site d'électronique me renvoie sur une page de suivi intégrée à son site web, eh bien, il va pouvoir me proposer une extension de garantie
il va pouvoir me proposer des produits complémentaires comme une coque pour mon téléphone. Voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui vont générer énormément de cross-sell et donc augmenter le panier moyen de la marque. Donc pour moi, les deux choses les plus importantes sur ce sujet-là, sur le fait de laisser le transporteur héberger la page de suivi, c'est qu'on va générer de l'incompréhension dans un premier temps côté client et que du coup, ça va générer de l'insatisfaction. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un manque à gagner côté marque et qu'elle pourrait vraiment faire plus de chiffre d'affaires en les redirigeant directement vers leur site. C'est super intéressant et du coup à chaque fois je me mets en parallèle mes expériences et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, je me pose pas la question sur le moment en disant mais il y a un problème, que j'arrive sur colis privé qui m'envoie un truc et je sais pas qui je sais pas qui c'est. C'est ça. Bon, généralement je commande pas non plus 36 choses de la semaine, donc je réfléchis un peu et je me dis oui bon c'est bon, ça doit être ça, mais c'est vrai que là je me dis mais oui il y a un problème. Et du coup, les consommateurs sont dans le flou et c'est assez grave dans certains cas. Enfin, je vais te donner un exemple assez concret, mais j'ai besoin de réparer ma voiture. Je commande une pièce pour réparer ma voiture et en même temps, je fais des commandes sur d'autres sites à côté pour commander des vêtements. Je reçois des mails où je ne sais pas forcément de quelle commande il s'agit. Donc, je peux suivre des colis, mais je ne sais pas forcément ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est mes vêtements? Est-ce que c'est la pièce pour réparer ma voiture? Et il s'avère qu'un colis est en retard et que c'est la pièce pour réparer ma voiture, mais j'ai déjà pris rendez-vous avec le mécanicien. Et du coup, j'arrive le samedi sans ma pièce parce qu'elle n'est pas arrivée et que je ne savais pas que c'était ce colis-là qui était en retard. Et je n'ai pas pu me retourner finalement pour reprendre un rendez-vous, reprogrammer une date pour la réparation de ma voiture. Donc c'est plein de petites choses comme ça finalement dont on ne se rend pas forcément compte mais qui peuvent générer de l'insatisfaction et qui peuvent inciter le consommateur à aller commander sur une ancienne concurrente au final. Oui, c'est vrai. Comment les commerçants peuvent faire pour que la page de suivi soit directement sur leur site? Alors aujourd'hui, il y a plein de systèmes qui permettent de faire ça, mais le point central de ce projet, ça va déjà être de récupérer la donnée de chez les transporteurs. Mhm. Après, c'est une page web assez classique, mais une fois qu'on a réussi à récupérer la donnée côté transporteur, on va avoir la possibilité d'afficher ces informations sur le site internet directement de la marque. Donc, c'est vraiment la récupération de données qui va être le point central de tout ce dont on parle depuis le début de cet entretien. C'est la récupération de données qui va nous permettre de communiquer proactivement sur toutes les étapes de livraison et aussi de récupérer toutes les datas pour les afficher sur notre site. Ok, super intéressant. Alors, troisième chiffre que j'ai relevé, qui me semblait un peu intéressant, c'était que 62% des boutiques en ligne ne considèrent pas utile de mentionner la réussite de la livraison. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des choses négatives comme les retours, les problèmes avec les retours, les retards de livraison, etc. Mais on parle pas assez des trucs qui fonctionnent. C'est la réussite de la livraison. Donc 62% des boutiques ne disent pas à leurs clients c'est bon, vous avez bien reçu votre colis. Donc à ton avis, est-ce que elles ont raison? On se dit après tout, bah c'est une réussite, donc c'est ok. Ou faut-il améliorer ce suivi? Alors pour nous, il faut absolument améliorer ce suivi. Donc, exemple très concret, on a réalisé 100 commandes pour réaliser notre étude et on travaille dans un open space. Donc on a une gardienne en bas qui réceptionne nos colis. Quand on commande beaucoup de choses sur Internet, si personne ne m'informe que mon colis est arrivé, je ne vais pas forcément le deviner et descendre pour demander si mon colis est arrivé. Je vais attendre très sagement de recevoir un email de confirmation de livraison et je vais aller demander à ma gardienne de me donner le colis. Ça va engendrer plusieurs conséquences. La première, c'est que des fois, on va recevoir un colis et on va attendre 3-4 jours alors qu'il est dans notre bâtiment et qu'on en a besoin et on ne sait pas qu'il est arrivé. Donc, ça crée énormément de frustration. Et le deuxième point aussi, c'est que de temps en temps, les colis sont déposés dans des salles avec plein de boîtes aux lettres. Et il faut qu'on le réceptionne le plus vite possible parce on peut se le faire voler, il peut disparaître. Il faut qu'on vérifie tout simplement que le colis a bien été déposé. Donc oui, on va forcément aujourd'hui conseiller aux marques d'envoyer cette confirmation de livraison. Et ce qu'il faut que les enseignes comprennent, c'est qu'en plus, cette confirmation de livraison, c'est le touch point le plus important
est le mieux placé pour demander un avis sur la livraison. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a encore très peu de marques qui demandent ce qui se passe pendant la livraison à leurs clients. Est-ce que vous êtes satisfait de votre expérience de livraison ou non? Et du coup, ça peut générer de l'insatisfaction et ils sont totalement aveugles sur ce sujet-là. Donc, ça ne leur permet pas d'arranger ou de réorienter leur stratégie logistique. Dernier chiffre que j'avais relevé, du coup, c'était concernant les retours, comme on l'avait évoqué au début de la seconde partie du podcast, c'était que 43% des boutiques préfèrent être contactées avant d'énoncer la procédure de retour à respecter. Même si je pense que j'ai ma réponse, mais selon toi, est-ce que ça peut être un frein à l'achat ou au réachat? Alors, à l'achat, pas forcément. Ça va dépendre de chaque consommateur, mais je pense pas qu'on se renseigne sur la politique de retour. On regarde simplement si un retour est possible. Donc, je pense pas que ce soit un frein à l'achat, même si aujourd'hui, ça peut être un déclencheur pour l'achat. Par exemple, on parlait d'Asos, bah, ils font très bien les retours, ils proposent une belle politique de retour et c'est ce qui va convaincre certains clients d'acheter. Je suis pas sûr que ce soit un frein, par contre, pour les autres marques si elles proposent un retour. Par contre, au réachat, oui, forcément. Comme je te disais, on a effectué donc 100 retours. Il y a certaines marques pour lesquelles on a eu des process très compliqués. On a mis presque 2 semaines avant de recevoir une étiquette de retour sur les 100 plus grands e-commerçants français. Donc moi personnellement, j'ai vécu cette expérience d'un point de vue professionnel, mais je sais que je ne commanderai pas sur ce site d'un point de vue personnel. Ça va être très compliqué pour moi de me dire que si j'ai un problème avec mon produit, je vais mettre 2 semaines à le retourner, je vais passer 10 appels au service client. Donc pour nous, c'est vraiment important que les marques soient transparentes sur ce qui se passe pour le process de retour et surtout qu'elles essayent d'automatiser au maximum ce process-là parce que le fait de traiter manuellement les demandes de retour, ça a un coût. On va estimer à 4 euros la demande de retour vers un service client quand elle est traitée manuellement, donc en termes de coût opérationnel. Et si j'achète un produit à 20 euros et que j'ai déjà 4 euros de coût pour traiter cette demande de retour, tu t'imagines que sur un produit retourné, en plus, les marques perdent énormément d'argent. Donc nous, on va conseiller d'essayer d'automatiser au mieux ce flux de retour. Aujourd'hui, c'est très simple, hein. On a juste à mettre en place des contraintes sur son site internet et éditer automatiquement une étiquette de retour ou intégrer l'étiquette directement dans le colis. On partira plutôt, nous, sur une étiquette digitale parce que on va penser un peu à l'écologie. On pense que c'est mieux aujourd'hui qu'on peut tout faire d'un point de vue digital. Mais oui, il faut simplifier ce process de retour, forcément. C'est vrai que je pense que c'est un truc sur lequel travailler. Ouais, c'est vrai que tu disais encore à sauce, mais eux, pour le coup, le colis, après, faut bien l'ouvrir, hein. Faut pas y aller comme un fou et ouvrir n'importe comment le sachet. Mais si on l'ouvre bien, après, si on veut retourner, bon, après, chez eux, il faut quand même imprimer l'étiquette et la coller sur le même colis dans lequel on a reçu les trucs. Et il y a une languette qu'on doit décoller et hop, ça referme le truc. Tout à fait. Donc, très simple à mettre en place. Ouais, du coup, j'allais te demander si tu pensais, parce que c'est quand même hyper pratique. Bon, après, on peut pas faire ça avec tous les produits, je pense. Mais est-ce que, ouais, c'est assez facile à mettre en place, ce genre de truc? C'est ça la vraie question, c'est la facilité de le faire pour chaque produit. En fait, pour du textile, c'est assez simple. On envoie un produit, le produit ne va pas à la personne, il le renvoie, on le remet en stock, on le réenvoie. C'est pas très compliqué. Sur des produits électroniques, on va quand même tester le produit. On va se rendre compte qu'il fonctionne pas ou qu'il n'est pas adapté à ce qu'on veut faire. On va vouloir le renvoyer, mais le produit a déjà été utilisé, donc est-ce qu'il est encore considéré comme neuf? Est-ce que ça va être simple pour la marque de le remettre en vente? Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte et ça va pas être si facile que ça pour toutes les marques de mettre en place une politique de retour super fluide. Par contre, nous, le point sur lequel on va insister, c'est de supprimer toutes les tâches manuelles qui ont besoin d'une présence humaine par un process automatisé qui vont leur permettre tout simplement de traiter les demandes classiques beaucoup plus rapidement. Après, si on a des anomalies ou des exceptions, effectivement, il faudra mettre en place un traitement humain. Mais pour tout ce qui peut être traité aujourd'hui de manière automatique,
ça fluidifie l'expérience côté client et en plus, ça réduit drastiquement les coûts côté retailer. Donc, on insistera sur ce point-là, même si on est conscient que c'est pas facile pour toutes les marques et toutes les enseignes de mettre en place ce type de méthodologie. Concernant, je sais pas ce que dans l'étude, je sais plus si je l'ai vu ou pas, mais concernant les échecs de livraison. Donc par exemple, parce que moi ça m'est arrivé l'autre fois, je sais plus avec qui. Bref, le livreur est passé. Malheureusement, j'étais pas chez moi pour le coup. J'étais vraiment pas chez moi ce jour-là. Et du coup, ils me disent, bah, on n'a pas pu livrer le colis et tout ça. Et c'était en SMS. Et dans ce SMS, j'avais un lien qui me disait, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour bah, nous dire ce que vous préférez comme mode de livraison. Donc en gros, si je disais rien, il retentait le lendemain de revenir chez moi pour le livrer, ou sinon je pouvais aller sur le lien et choisir un autre mode de livraison, donc soit une autre date, je crois, ou soit le mettre dans un relais. Et je trouvais ça pas mal. Ouais, tout à fait. Ça va être malheureusement pas entre les mains du retailer. Le retailer va pas forcément avoir le contrôle sur Mhm. cette expérience-là. Ça va être les différentes options que proposent les transporteurs. Ok. Donc, on va forcément recommander aux retailers de travailler avec des transporteurs qui proposent ce type d'options. Après, pour des raisons de coût, encore une fois, des fois, on va devoir aller chercher des transporteurs qui nous font des prix plus bas pour pouvoir faire de la marge et être rentable. Mais effectivement, c'est ce type de fonctionnement, encore une fois, qui va optimiser l'expérience client, comme pour le checkout tout à l'heure. Ici, tu as le choix de choisir une relivraison le lendemain, un dépôt en point relais, enfin quelque chose qui t'arrange. Et du coup, ça va optimiser ton expérience in fine. Mhm. Donc là, j'avais choisi quatre chiffres qu'on a abordés. Est-ce que toi, il y avait d'autres chiffres significatifs que tu aimerais évoquer? Alors, il y en a quelques-uns. Moi, j'ai 3 points faibles que j'ai relevés sur cette étude qui me Mhm. semblent très importants et qui peuvent être corrigeables très facilement par les retailers. Donc, c'est vraiment des quick wins. Sur 100 e-commerçants, on en a 57 qui ne demandent pas comment s'est passée l'expérience de livraison. Donc, encore une fois, sur une expérience qui va durer quelques minutes sur le site versus une expérience qui va durer plusieurs jours en livraison, on ne demande pas comment s'est passée la livraison. Et du coup, bah, le retailer n'a pas de visibilité sur les performances de son transporteur et ne peut pas réorienter sa stratégie avec d'autres transporteurs, avec d'autres modes de livraison, etc. Donc ça va être le premier point important. 57% des e-commerçants qui ne demandent pas d'évaluation et on conseillera de mettre un NPS sur l'expérience de livraison parce que c'est, encore une fois, le moment qui génère le plus de frustration et le plus d'insatisfaction. Et si on est aveugle sur cette partie du parcours client, on risque de générer beaucoup d'infidélité. Mhm. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a seulement 24 des 100 plus grands e-commerçants qui gèrent leur communication eux-mêmes, donc ils ne passent plus par les transporteurs et qui arrivent à notifier le client par SMS, par email, par notification push et avec des tracking pages intégrés sur leur site que sur les différentes étapes du colis. Mais on a encore du coup 76 e-commerçants qui laissent la relation client entre les mains du transporteur, donc une société tierce qui n'est pas experte de l'expérience client, qui travaille avec des centaines et des centaines de marques, donc qui ne proposera pas une expérience de marque adaptée aux clients. Donc là, c'est un deuxième quick win, aller chercher quand même à reprendre le contrôle sur cette expérience client. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui le permettent et ce n'est pas des projets qui sont très complexes à mettre en place. Et ça peut rapporter très gros en termes de satisfaction, en termes de cross-sell. Il y a vraiment un ROI énorme à mettre en place ce type de projet. Et le dernier point, et celui-là, c'est un point qui est assez intéressant en fait. Et quand je parle avec des clients, ils ne se rendent pas compte de l'importance de ces notifications post-achat. Ils envoient beaucoup de newsletters qui ont des taux d'ouverture entre 8 et 12%. Ce qu'il faut savoir, c'est que les touchpoints post-achat, ils ont 80% d'ouverture. Donc, j'envoie une confirmation d'expédition, j'ai 80% d'ouverture. C'est un touchpoint ultra engageant dans lequel on va conseiller de mettre de la recommandation produit pour faire du cross-sell post-achat. Donc, que ce soit du service, comme une extension de garantie, comme je le disais tout à l'heure, ou des produits complémentaires à la commande. Et aujourd'hui, on a 94%
des e-commerçants français, des 100 plus grands e-commerçants français, qui Mhm. n'utilisent pas ces touchpoints post-achat pour mettre en avant des produits complémentaires. Alors que c'est les notifications les plus engageantes finalement qu'ils vont avoir d'un point de vue CRM. Merci pour ces 3 petits quick wins. J'espère que ça aidera les e-commerçants qui nous écoutent. Donc, bien sûr, là, avec Alexis, on a repris seulement quelques chiffres de cette étude. Donc, vous pouvez la retrouver sur notre site e-commerce station. Je la mettrai en lien, soit si vous êtes dans l'article, soit si vous êtes sur les plateformes de streaming, dans la description du podcast. Donc, on va quand même parler un peu de ce que vous, chez Parcelab, vous pouvez proposer pour améliorer tous ces défaillances qu'on vient d'évoquer. Comment, du coup, vous accompagnez les e-commerçants à optimiser l'expérience post-achat proposée aux consommateurs concrètement? Aujourd'hui, on accompagne donc 500 marques à travers le monde, Europe et USA en particulier, pour leur donner la possibilité de récupérer toutes les informations concernant les livraisons, peu importe le transporteur. Donc ça, c'est le premier point et le point central, c'est qu'on donne de la visibilité aux marques sur ce qui se passe pendant les livraisons, sur la performance de leur transporteur et sur chaque étape de livraison en temps réel. Grâce à cette data, on leur permet de communiquer ensuite vers leurs clients de manière automatisée sur les différentes étapes de livraison. Et on va mettre en place des parcours clients qui sont vraiment personnalisables et adaptés suivant la typologie de nos clients. Donc, par exemple, on va mettre des communications spéciales pour tout ce qui est mobilier avec des colis lourds, avec de la prise de rendez-vous, etc. Par exemple, pour la livraison. On va mettre en place des expériences un peu plus optimisé sur le fashion, le textile, où on va proposer des lookbooks ou du cross-sell dans les notifications post-achat. Donc vraiment, expérience personnalisable et adaptée à chaque industrie durant cette partie livraison et retour. Et surtout, on supprime totalement tout ce qui est relation client entre le transporteur et le client final. Donc le client final ne reçoit plus les communications de Colissimo, Chronopost ou autres transporteurs et ne va plus sur leur site pour suivre son colis. Il va directement sur le site du retailer. Ok, ouais, je vous ai aidé du coup les retailers à reprendre le contrôle de la communication durant la livraison. C'est exactement ça. On reprend le contrôle sur l'expérience sur le parcours client post-achat, livraison et retour. Selon toi, quel est l'avenir du e-commerce et surtout les tendances, les prochaines tendances en matière d'expérience client et plus particulièrement expérience client post-achat? Je pense que l'avenir du e-commerce, il est plutôt bon. On l'a vu cette année, on a une énorme augmentation des commandes en ligne. Bon, c'est un peu lié au fait qu'on a le coronavirus qui circule un peu partout, mais on se rend compte quand même que les gens sont prêts à commander sur Internet, qui commandent de plus en plus. Et c'est des chiffres qu'on avait déjà depuis plusieurs années. Les chiffres du e-commerce continuent d'augmenter au fur et à mesure. Et en final, cette crise sanitaire, ça a permis aux marques d'investir plus qu'ils n'avaient programmé dans cette partie e-commerce. Donc aujourd'hui, avec les investissements qu'ils ont réalisés, la mise en place de nouvelles solutions, la mise en place de nouveaux process logistiques, etc., je pense que l'avenir du e-commerce est très très bon en France et qu'on va vers quelque chose de vraiment très optimal. Et concernant les tendances, je pense qu'on a de plus en plus d'e-commerçants qui se dirigent vers des choses plus écologiques. Donc l'écologie, ça va être vraiment le point central demain pour aller gagner de nouveaux clients. Donc on va avoir des livraisons qui sont faites via un shop local et la livraison est réalisée en vélo par une entreprise comme Stuart par exemple ou en voiture électrique. Donc ça c'est vraiment une option de livraison qui demain je pense va permettre de convertir plus de clients. Et au-delà de ça, on a aussi cette envie de vraiment reprendre le contrôle donc, sur la communication post-achat. Donc ce qu'on fait nous par Parcelab, on voit que c'est un projet qui devient prioritaire aujourd'hui pour de plus en plus de marques parce qu'elles se rendent compte que ça génère énormément d'insatisfaction. Ouais. Bien d'accord avec toi sur ce sujet-là. Donc, moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Donc, soit un petit conseil
aux e-commerçants, aux retailers qui nous écoutent ou tout simplement le mot de la fin. Un petit conseil que je pourrais ajouter, c'est de dire aux e-commerçants de réaliser des commandes sur leur propre site. C'est assez fou, mais on se rend compte que beaucoup d'e-commerçants ne pratiquent pas cette pratique-là. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que les 100 e-commerçants pour qui on a fait des commandes, on a réalisé des audits de leur parcours client post-achat. Et quand on leur présente, souvent, ils sont assez surpris en fait de ce qu'on leur présente et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un trou dans la raquette finalement à ce niveau-là. Donc un sujet qui n'est pas prioritaire devient très rapidement prioritaire. Donc le conseil et le mot de la fin, ce serait de leur dire mettez-vous à la place de votre consommateur, réalisez plusieurs commandes régulièrement sur votre site internet et essayez d'analyser votre expérience. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, vous pouvez toujours nous contacter, on peut le faire pour vous et on le fait gratuitement chez Parcel Lab. On analyse votre parcours client post-achat et on peut vous faire une petite présentation de 30 minutes pour vous donner les différents axes d'amélioration pour votre enseigne. Eh ben c'est parfait. C'est vrai que l'idée de commander chez soi, c'est pas, j'y avais pas pensé. C'est une bonne idée. En tout cas, merci beaucoup Alexis pour tout ce que tu viens de nous partager. C'était ultra intéressant et c'est vrai que c'est un sujet hyper important aujourd'hui pour les retailers, la livraison et l'expérience post-achat dans sa globalité. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Merci beaucoup, Audrey. Et merci beaucoup à toute l'équipe e-commerce Nation. À bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.